savez, à Story Jungle, on fait la guerre contre le tiède. Bienvenue dans la jungle de Story Jungle. On est nombreux aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient à tous à cœur. Donc avec Alexandra Klinik de la rédaction de Story Jungle. Bonjour Alexandra. Bonjour Gilles. Voilà. Aujourd'hui on va parler, et avec nos invités, on va parler des modèles économiques des médias, et notamment des médias en ligne. Alors bonjour Marion Wyss. Salut. Donc Marion, tu es donc directrice marketing, hein, c'est ça, CMO de Pool, qui est un éditeur de Paywall. C'est ça. Voilà, donc, plateforme de conversion des audiences, plus exactement. Ouais. De conversion. Et avant ça, rejoindre Pool, tu as travaillé longtemps dans les médias, avec un passage à ce qu'on fait elle, aussi à l'Obs et au groupe Challenge, au sein duquel tu es resté de nombreuses années. Et puis donc Benoît Raphaël. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc tu es CEO de Flint Media, qui est donc une newsletter dopée à l'intelligence artificielle, notamment, donc personnalisable. Et avant le lancement de Flint, tu as travaillé sur le lancement de nombreux médias en ligne, et tu continuais à accompagner aussi un certain nombre d'éditeurs de médias en ligne. Alors, pour entrer dans le sujet, on va parler des modèles économiques, on va parler d'abonnement, mais aussi on va parler des nouveaux modèles émergents. Mais déjà, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur le front de la publicité, Alexandra, les choses ont l'air de se passer pas trop mal pour les médias en ligne, si on en première analyse. Tout à fait, Gilles. Donc, selon le dernier baromètre unifié du marché publicitaire qui a été publié mardi, il semblerait que la publicité en ligne affiche un bon revenu pour les médias. En fait, les recettes numériques des médias, là, elles sont à 5,3 milliards d'euros. Donc, elles peuvent se prévaloir d'une progression de 18,3% sur un an et de 26,3% par rapport à 2019. Donc, Marion, ma première question est pour toi. Est-ce que tu constates la même chose sur les recettes numériques des médias que tu accompagnes? Mais ce qui est intéressant, c'est une super bonne nouvelle que le marché pub reprenne. Ce qu'on voit pourtant sur les audiences des médias en ligne, c'est qu'elles sont en fait hyper hétérogènes. Et hétérogènes, ça veut dire qu'il y a enfin, qu'on ne peut pas toutes les monétiser de la même chose, et en l'occurrence de moins en moins avec la pub, notamment parce que les taux de consentement cookies baissent beaucoup, notamment depuis le 1er avril. Nous, là, chez Pool, on a vu une chute environ de 20 points entre avril et septembre. Donc, tu constates qu'on passe peut-être une audience qui va être à 90% consentie sur les cookies en avril à autour de 70% là en ce moment. Donc, tu vois déjà que tu perds 30% de ton audience qui devient complètement invisible. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, Marion, en quoi c'est important pour les revenus justement publicitaires des médias? Tu peux spécifier un petit peu le lien entre justement les cookies et les revenus des médias? Oui, mais c'est sur les formats publicitaires, ou en tout cas sur les types de monétisation via la pub programmatique, où un visiteur consenti est vendu beaucoup plus cher qu'un visiteur sans consentement. C'est David Folgard, Prisma Solutions, qui disait dans Influencia il y a quelques semaines qu'un visiteur sans consentement, sans no consent, était vendu, un VRPM, pardon, environ 80 fois inférieur avec consentement. Donc, on voit bien que plus on va perdre des taux de consentement, plus les revenus, en tout cas pour la publicité programmatique, pour cette partie de la publicité, mais enfin, qui quand même représente une grosse ligne de revenus chez pas mal de médias, est en train de chuter super fortement. Et donc voilà, donc déjà, plus de consentement, c'est un problème. Après, on peut parler des adblocks, le sujet est loin d'être nouveau, mais là, j'ai refait des recherches récemment. Les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'est 42% population mondiale, enfin des users internet mondiaux naviguent avec adblocker.
Donc c'est un énorme sujet. Et après, les audiences ça c'est plus pour les sujets de l'abonnement, mais très, très volatiles. Et donc on voit que l'engagement qui lui génère des revenus sur le long terme, le lien avec le lecteur, je pense qu'on va en reparler, on n'y est pas encore chez tout le monde. Alors Benoît, est-ce que tu dirais toi aussi que les bons chiffres qui ont été annoncés dans le baromètre il y a 2 jours, hein, qu'on évoquait, donc réalisé par Kantar, sont un peu un trompe-l'œil, et qu'au fond, le modèle publicité n'est pas forcément celui sur lequel il faut s'appuyer à l'avenir, puisqu'il y a des gros nuages, avec notamment, effectivement, ce qui est en train de se passer dans l'univers des cookies. Il faut déjà voir d'où on vient. Quand on a toujours l'impression que c'était mieux avant. Alors avant, on avait des médias qui étaient complètement déconnectés de leur audience et qui écrivaient. Donc les journalistes écrivaient dans une boîte et ensuite il y avait des gens qui étaient chargés de monétiser la boîte. Donc la boîte, c'était donc la publicité. Donc on vendait la publicité. Souvent, parfois un peu n'importe comment, avec notamment des systèmes de rétrocommission, on récompensait nos annonceurs, etc. Et puis ensuite, on avait les petites annonces, et puis on vendait aussi le journal en kiosque, et puis il y avait des méthodes pour augmenter tout ça, sans jamais vraiment se préoccuper du lecteur. Et quand Internet est arrivé, on s'est rendu compte qu'il fallait s'en préoccuper, et on est arrivé à des modèles publicitaires amenés par Google notamment, qui montraient qu'une pub c'était bien, il fallait quand même qu'elle soit efficace, donc il fallait qu'on mesure l'efficacité de cette pub. Donc tout ça évolue au fur et à mesure, et on se rend compte qu'à chaque fois les modèles évoluent, et à chaque fois les médias qui sont encore sur l'ancien modèle, c'est-à-dire je balance du contenu et j'essaie de le monétiser de la meilleure manière que je peux, sans me préoccuper vraiment du lien que j'ai avec le lecteur, se retrouvent piégés par des changements d'algorithmes, des changements de méthodes. Donc, on va se retrouver systématiquement face au même problème. La vraie question, c'est que dès que l'on travaille son modèle économique, que ce soit l'abonnement ou la publicité, en tenant compte du lien qu'on crée avec le lecteur, on trouve toujours des solutions et on arrive à gagner de l'argent. Il y a plusieurs modèles qui le montrent. Hein. Le Guardian le montre notamment, et puis tout ce qui est autour de la passion économie. Donc, en fait, je pense qu'on trouvera d'autres solutions. L'augmentation de la publicité, elle est aussi due au fait qu'il y a un regain économique. Donc, je pense que les annonceurs ont aussi un peu plus d'argent et sont en train de développer leur activité. Donc, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter. Par contre, il faut vraiment toujours se poser la question du lien qu'on va créer avec son lecteur et de la valeur que l'on va amener. Ok, alors juste un mot pour dire, n'hésitez pas à poser toutes vos questions donc à Benoît et à Marion. On est là pendant une trentaine de minutes. On revient juste un instant donc on reste un instant sur la publicité en ligne. Juste peut-être Alexandra, tu peux recadrer un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'on a vu quand même, y compris pour les plateformes des réseaux sociaux, on a vu quand même des résultats qui étaient en berne. Enfin, Facebook se maintient, Snapchat c'est une vraie gifle. Peut-être un mot de contexte quand même sur oui. Ouais. Donc, Apple a mis en place depuis mai l'App Tracking Transparency. Donc, c'est une option qui vise à laisser le choix ou non d'être suivi pour le ciblage publicitaire. Et donc, de son côté, Google prévoit de supprimer les cookies tiers d'ici mi-2023. Donc, ils ont repoussé, avant c'était 2022. Donc, je voulais savoir quel impact ce cookie-less world va vraiment avoir sur les éditeurs. Donc, Marion, peut-être tu l'évoquais en intro. Donc, ouais, disons que ce qui est intéressant, quand Benoît disait avant on écrivait et puis quelqu'un d'autre monétisait, on voit bien que ça va pas pouvoir durer trop longtemps comme ça. Je suis pas une spécialiste de la monétisation publicitaire basée sur le cookie. En revanche, c'est sûr que le lien et la connaissance que pouvait avoir un éditeur de son audience était basé sur ce procédé techno. On voit bien avec donc la fin des cookies tiers qui arrive, même si elle a été un peu repoussée, ça donne un petit peu d'air. Enfin, on voit bien qu'il faut trouver d'autres idées, quoi. Les autres idées. Les autres idées, c'est quoi? C'est justement c'est l'abonnement. Alors, c'est pas forcément l'abonnement, c'est en tout cas le fait de c'est en tout cas le fait de se connaître l'un l'autre. Donc les deux mots à la mode là, c'est membership ou subscription. Donc membership, le fait de créer un compte, et subscription, de créer un compte mais en payant. Voilà, c'est en gros les deux méthodes. Et donc c'est pour ça qu'on voit émerger quand même de plus en plus
des stratégies de membres, recueil de first party data. Si tu veux lire le contenu, log-toi. Et d'ailleurs, c'est pas réservé que à la presse. La VOD là-dessus a fait les trucs bien avant le plus gros des titres de presse. Vous allez sur MyTF1 par exemple, ou les M6 Replay pour juste parler de la France. Vous pouvez rien faire si vous n'avez pas créé de compte. Donc comme ça, on s'assure quand même d'avoir des données de la personne, des données comportementales de la personne. Alors, la relation, on va en parler beaucoup dans le détail. Peut-être quand même une question sur l'abonnement, sur vraiment la partie. Je paye justement par. Est-ce que l'abonnement, on a vu les chiffres du Monde, on a vu les chiffres du New York Times qui sont sortis il n'y a pas longtemps, 455 000 abonnés, je crois, récemment, enfin nouveaux abonnés. Est-ce que tout ça, ça ne cache pas quand même une vraie diversité dans l'efficacité de ce modèle? Est-ce que finalement, ce n'est pas un modèle qui marche hyper bien quand on a une très belle marque, très connue et très ancienne, et qui marche quand même beaucoup moins bien quand la marque est plus moins jeune, moins connue, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un effet, en fait, un petit peu de... Est-ce que la réussite des uns ne masque pas l'échec des autres avec l'abonnement? C'est vrai que ça fait penser à la chanson de Mireille Mathieu, que c'est bravo, tu as gagné et moi j'ai tout perdu. Donc effectivement, c'est celui qui est en tête récupère tout. Et se baser sur prendre le modèle du New York Times comme le modèle générique en disant bah oui, vous voyez le New York Times, maintenant ils ont 8 millions d'abonnés, ça veut dire qu'on peut tous le faire, ça veut dire en tout cas que les gens sont prêts à payer, c'est clair. Maintenant, on voit bien qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, le modèle New York Times n'est pas un modèle qui est reproductible partout ailleurs. Pareil pour Le Monde, parce que ça reste une marque média assez forte. Que si on imagine un monde demain où les gens vont payer pour leur abonnement, ils paieront peut-être un média, donc souvent le plus fort, et puis ensuite, ils iront peut-être payer des médias indépendants pour les soutenir. Donc, c'est clairement pas un modèle. En tout cas, ça montre qu'on peut s'appuyer sur l'abonnement et qu'il faut mettre l'abonnement et le faire intelligemment dans le panier des revenus. Mais il faut vraiment jouer sur la diversification. C'est vrai que c'est un monde qui est hyper concurrentiel. Ouais. Les ménages n'ont pas des budgets illimités. Personne ne veut s'abonner à 34 trucs à la fois. Et même au niveau des médias, pour les taux de conversion moyens des abonnements au niveau des audiences sont quand même, je vais vous donner des fourchettes très larges qui évidemment diffèrent selon les types de presse, mais on est sur des moyennes entre 0,01 à 0,5 pour ceux qui s'en sortent le mieux par mois, 0,5% de l'audience qu'on convertit à l'abonnement. Donc, la première des choses, c'est de dire que... 5 pour 1000 de quoi des visiteurs. Ouais, des visiteurs uniques qui s'abonnent par mois. Donc, c'est déjà des chiffres qui sont... Ce qu'il faut oublier, c'est le taux de désabonnement. C'est-à-dire que les taux de désabonnement sont souvent assez importants. Parfois, à 30% de désabonnement par mois selon les médias. Et n'oubliez pas que Le Monde qui augmente son nombre d'abonnés, il faut aussi savoir, essayer de vous désabonner du Monde, vous verrez. C'est hyper compliqué. Il faut envoyer une lettre recommandée, papier, etc. Donc, la barrière au désabonnement fait aussi partie du modèle économique. Donc, ce sont des chiffres qui montrent quand même la fragilité de ce modèle-là aussi. Benjamin nous dit ça dépend aussi du secteur. Il faut distinguer B2B et B2C. C'est votre impression aussi? C'est pas du tout les mêmes taux de conversion. Souvent, ça ne veut dire pas du tout les mêmes prix d'abonnement non plus. Ou en B2B, on va être sur des abonnements beaucoup plus chers et avec de l'engagement. Quelque chose qui est important dans le B2C, c'est que vous avez souvent des périodes d'essai, style 1 euro le premier mois. Et Benoît parlait de churn. Une des grosses erreurs, à mon avis, une inattention qui est faite aujourd'hui par les médias en ligne qui sont dans le labo, c'est de penser que quand on a converti un utilisateur à son offre 1 euro le premier mois, le job est terminé. Et en fait, pas du tout. Et Benoît, tu disais 30%, je te trouve hyper gentil. Moi, je vois presque des 100% de pertes où chaque mois, on perd finalement ce qu'on a gagné le mois précédent. Et ça, tant qu'on ne comprend pas que le premier mois, ou en tout cas cette période d'essai, est un moment de séduction sur lequel il faut absolument appuyer, ça ne va pas suffire. Nous avons à nouveau une question de Benjamin Moutou qui demande ce que vous pensez d'un média comme Briefing. Ah ouais, et puis on a Nicolas quand même qui souligne quand même la référence à Mireille Mathieu. Bon, merci Nicolas, parce que je comptais le faire, mais effectivement, voilà. Alors donc, on va la chanter à la fin. Si vous voulez, je vous la mets à la fin. On pourra finir avec Mireille Mathieu. Voilà, peut-être Benjamin,
alors, Benoît, tu peux répondre sur effectivement les modèles type Briefing, tu connais bien, parce que Flint, vous êtes un peu sur les modèles un peu comparables. Vous avez une partie abonnement dans l'univers B2B, hein, c'est bien ça. Oui, alors je connais bien le modèle de Briefing parce qu'on échange beaucoup et je trouve que c'est un joli modèle, c'est un joli média. Flint travaille aussi sur le modèle de l'abonnement avec une grosse part, quand même 80% vient du B2B, puisqu'on propose effectivement des robots spécialisés qui vont faire une sélection d'informations personnalisées pour les clients. Nous, on a des taux de churn, tu parlais de taux de churn, de 2% par an. Donc, on a un taux de désabonnement qui est extrêmement faible, ce qui fait qu'on se maintient assez facilement, mais parce qu'on maintient un lien très fort avec le client sur la qualité. Je peux te poser une question. Quelle est la part d'abonnement, ça va paraître un peu bizarre comme question, mais via carte bleue? Parce qu'avec la carte bleue, tu as aussi un taux de churn naturel. Les cartes bleues ont une durée de vie de 3 ans. D'ailleurs, notre churn, il est essentiellement dû au problème de carte bleue. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un problème de désintérêt, c'est un problème de carte bleue dont la date de validité s'est éteinte et les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, il faut les relancer. Donc, c'est toute une mécanique assez complexe qu'il faut mettre en place, mais que Marion connaît mieux que moi. Ce qui est intéressant dans le modèle de BriefMe, d'abord, c'est un petit média. Donc, effectivement, faut arriver à distinguer des modèles de petits médias avec ensuite ce qu'on peut appliquer au niveau des médias de masse. Donc, quand on a un petit média, on peut avoir un seul modèle, puisque en fait, on est face à une audience et l'audience, elle vient pour nous soutenir. Elle apprécie le service qu'on lui rend. Donc, BriefMe a un modèle pas très cher, avec un lien à l'audience qui est très, très fort. Et surtout, ils ont réussi à décoller parce qu'ils ont vraiment complètement intégré la mécanique de marketing numérique qui est on crée une newsletter gratuite, les gens s'abonnent et ensuite, on va les transformer en abonnés payants. Et cette mécanique-là est extrêmement bien mise en place. Ils ont réglé aussi le problème de la carte bleue qui causait, je crois, qui correspondait à 30% de leurs pertes. Et donc, en réglant ce problème-là, ils ont récupéré 30% d'abonnés. Ils ont réussi à devenir rentables. Mais c'est un petit média. Mais c'est vraiment un modèle, en tout cas, qui est intéressant, dont on peut s'inspirer, même pour les grands médias, pour voir comment on arrive à transformer une audience gratuite en audience payante. Juste sur la carte bleue, Mediapart, il me semble, quand on est sur leur site d'abonnement, offre 3 mois gratuits ou 1 mois gratuit, je ne sais plus, mais si on paye par SEPA. Et d'ailleurs, ils mettent très en avant l'option IBAN et tu gagnes quelque chose si tu mets ton RIB. C'est un truc qui je me rappelle que Edwin Plenel, à l'époque, il y a longtemps, l'avait souligné, c'est pas beaucoup d'éditeurs qui se lancent effectivement dans le payant, c'est effectivement les taux de désabonnement qui viennent de ce problème de carte bleue et donc la nécessité de le contourner si on veut stabiliser un petit peu ces audiences. Juste avant de migrer sur les nouveaux modèles, et on va prendre aussi la question de Mathieu dans le chat, quel est aux médias qui n'ont pas encore mis en place une solution d'abonnement, quelle est votre recommandation? Il faut y aller, il faut foncer, ça dépend. Il faut y aller, oui, mais en faisant attention à quoi? Pour moi, il faut se poser la question en tout premier lieu de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que j'apporte que les autres n'apportent pas? Et ça rejoint un peu d'ailleurs la question de Mathieu. Quelle proposition de valeur? Est-ce que j'ai des articles qui sont excellents? Oui, non. Est-ce qu'ils sont plus excellents que les autres? Est-ce que j'apporte un service qui est indispensable? Et il faut se poser la question à mon avis, c'est pas français, mais l'indispensabilité, c'est la seule, ce sera la proposition de valeur principale d'un abonnement. Si vous faites le même contenu que les autres, d'une qualité, votre plateforme elle n'est pas mieux, votre contenu n'est pas forcément mieux, et oui, alors vous allez faire un peu d'abo, mais enfin, vous allez vite plafonner et vous allez avoir des churns incroyables. Oui, je crois que l'important, c'est la valeur ajoutée qu'on amène, évidemment. Et dans la valeur ajoutée, il y a quelque chose qu'on oublie très souvent. Certaines études montrent qu'en fait, les lecteurs sont assez peu au courant des problèmes que peuvent rencontrer les médias. Nous, on en parle aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément connu du grand public. Et on paye aussi, on soutient aussi un média, c'est particulièrement le cas de Mediapart, parce qu'on apprécie la cause que défend ce média-là. Et un des meilleurs exemples, c'est celui du Guardian, qui est un média vraiment engagé sur un certain nombre de causes et qui ne fonctionne qu'à l'abonnement de dons. Et cet abonnement de dons correspond à 68 millions de revenus sur 227 millions de revenus. C'est quand même assez important et c'est grâce à cet abonnement, ce type d'abonnement, donc qui n'est pas un abonnement service contre paiement, mais un abonnement vraiment, en anglais, on dirait « I like what you stand for ».
j'aime la cause que vous défendez, eh bien, c'est ce qui a permis à The Guardian, qui était structurellement déficitaire, de devenir bénéficiaire en 2019. Oui, qui pendant des années était financé par son propriétaire, hein, un modèle économique un peu particulier. Peut-être avant de passer aux nouveaux médias, parce qu'on va en parler, justement, on va parler des nouveaux modèles et on voudrait consacrer quand même pas mal de temps à ce nouveau modèle. On a Florence qui nous demande de passer du paiement CD au prélèvement CEPA. Donc en fait, c'est une nécessité, hein. Tu le disais, Marion. C'est mieux, oui. C'est mieux. Oui, c'est exactement ça. Mieux, oui, et ça. Florence, je ne sais pas où vous travaillez, mais vraiment, allez benchmarker la page abo de Mediapart. C'est vraiment top ce qu'ils ont fait, la mise en avant du CEPA en offrant un ou X mois d'abonnement. Alors peut-être, on va parler des nouveaux modèles, Alexandra. Oui, donc il y a plusieurs modèles alternatifs qui émergent. Benoît, Raphaël, vous avez évoqué le modèle news, je pense, lors de Média en scène. On parle souvent des kiosques numériques. L'équipe, d'ailleurs, a décidé de caféine, mais d'ici l'année prochaine. Donc, je voulais savoir ce que vous pensiez des avantages du kiosque numérique pour les médias. Moi, je crois nous, on le voit avec Flint, mais on le voit aussi dans les sondages qu'on a lancés. Plus de 70% des Français trouvent qu'on dit toujours la même chose. Donc, il y a un vrai besoin de diversité d'informations, de diversité des sources, surtout en cette période-là, d'alimenter son cerveau avec beaucoup plus de diversité, comme on le fait dans la nourriture. Donc, forcément, quand on est dans un univers où, en fait, chaque média travaille pour lui tout seul, et c'est uniquement d'avoir un maximum d'abonnés pour lui-même, en se fichant complètement de l'impact aussi démocratique que ça peut avoir. On a d'abord un problème de démocratie, puis on a un problème même au niveau du lecteur, c'est qu'on ne retrouve pas ces petits. Et qui a envie de s'abonner à un seul média et de ne recevoir des infos que d'un seul média? Seulement, si je veux avoir une diversité d'informations, il faudrait que je m'abonne aujourd'hui à une dizaine de médias, donc ça ferait une moyenne de 60 €, 100 € par mois. Et si je ne le fais pas, comme de plus en plus de médias décident de passer en payant et de tout passer en payant, eh bien, je me retrouve sans rien. Je me retrouve qu'avec que les articles de pas très bonne qualité parfois. Et je vous donne un exemple. En fait, The Atlantic a décidé pendant la période du Covid de mettre tous leurs articles sur le Covid gratuits. Alors, c'est ce qu'avaient fait pas mal de médias en France, puis ensuite ils ont abandonné parce que forcément ça faisait beaucoup plus de revenus. Et il y a un phénomène qui est particulier chez certains médias, un média que je connais bien, Nice Matin l'a aussi vu. Ils ont tout mis gratuit et en fait ça a généré plus d'abonnements alors que les contenus étaient gratuits. Pourquoi? Parce que les lecteurs de The Atlantic allaient voir d'autres contenus par ailleurs, parce que ce que faisait The Atlantic était utile. Donc on voit bien qu'une volonté démocratique d'un média de donner l'information disponible pour qu'il y ait une plus grande diversité dans l'offre gratuite, ça permet aussi, ça peut aussi avoir un effet positif de générer plus de revenus. Donc ensuite, concernant News, qui est une plateforme qui essaie de se lancer aujourd'hui sur le marché et de proposer une sorte de Spotify de l'info avec un système un peu plus vertueux que Spotify. Clairement, il faudra qu'on arrive à quelque chose comme ça. Maintenant, est-ce que c'est à l'avantage des médias? Peut-être pas. Donc, il y a encore des réglages à faire et puis il faut que tout le monde s'y mette. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais je pense que la tendance fait qu'on va de toute façon finir par arriver à un modèle comme celui-là. Parce que en fait, le risque, hein, c'est d'aller sur une situation à la Spotify où 90% des artistes touchent 1 000 € par an. Et donc, en fait, l'argent va essentiellement au même. Donc là, irait potentiellement au même titre. Donc, ça, c'est quand même un risque. D'ailleurs, on qui essaye de ce modèle. Donc, voilà, est-ce que c'est. Voilà. Le problème, c'est la perte du contact avec le lecteur aussi. Hein. Vous perdez votre abonné, vous perdez le lien, et on sait que le lien est extrêmement important. Donc, basculer uniquement sur les plateformes, on en revient au système de je mets mes contenus dans une boîte et il y a quelqu'un qui s'occupe de le monétiser. Donc, c'est pas possible. Donc, en fait, il faut trouver des modèles de kiosques qui permettent de maintenir ce lien avec le lecteur. Donc, il faut vraiment travailler la main dans la main avec les éditeurs par rapport à ça. D'accord. Oui. Ouais, non, pardon. Non, j'allais. Vas-y. J'allais dire que c'était. Enfin, je suis d'accord. Il faut qu'on aille vers un modèle comme celui-ci. Je vous disais tout à l'heure, on convertissait 1 pour 1000 en abos sur les sites médias. Et même chez les très gros, on commence à entendre parler de cette très jolie expression tous les poissons auraient-ils été pêchés? C'est-à-dire que les conversions à l'abo sont aussi en train de ralentir.
même chez les très très gros, et particulièrement chez les très très gros. Donc, en fait, la question, elle n'est pas de savoir est-ce qu'il faut le faire. À mon avis, elle est plutôt de comment on le fait le plus vite possible, puisque c'est ce que le consommateur veut. Enfin, c'est une partie de ce que le consommateur veut. Puisque là, moi, j'ai l'impression qu'on commence déjà un peu à plafonner chez les médias qui ont commencé Labo il y a quelques années. D'accord. On a d'ailleurs les gens qui sont sur le chat donc à intervenir et préciser justement quelle est la proposition de valeur du news, qui est effectivement, c'est de points. On attend donc la suite. Donc, si on revient juste sur ce que tu évoquais tout à l'heure, Benoît, sur le Guardian, est-ce que le don peut être en fait un modèle qui est scalable? C'est un peu l'une des questions qu'on se posait. On voit que dans l'univers de la création, le don a fait une éruption l'année dernière et c'est quand même vraiment installé, et je pense sans doute durablement, avec des plateformes aussi comme Patreon qui permettent de générer des vrais revenus pour les youtubeurs. C'est le modèle qui a été l'un des premiers leviers de création sur Clubhouse, etc. Donc là, il y a le modèle du Guardian. Est-ce que c'est un modèle qui peut s'installer durablement? Le modèle du Guardian, alors, le modèle du don qui s'inspire de la passion économie, hein, c'est-à-dire des gens qui sont passionnés par quelque chose et du coup il y a une communauté qui va venir soutenir. Ce sont aussi des modèles d'abonnement, hein, c'est pas forcément un don unique. Ils ont aujourd'hui 600 000 abonnés réguliers, c'est-à-dire qui en fait donnent ce qu'ils veulent par mois. Et ils en ont 300 000 qui donnent un peu d'argent chaque année. Donc, c'est quand même extrêmement important. Ils ont fait 800 000 euros de profit, enfin 800 000 livres de profit, on va dire que c'est des euros, en 2018 et 2019. Donc, alors que l'an passé, l'année d'avant, ils perdaient 60 millions. Donc, on voit bien que c'est un modèle qui correspond, hein, j'ai dit, à peu près un tiers des revenus. Là où c'est plus difficilement transposable, c'est qu'effectivement, 2/3 en fait, de l'audience de The Guardian vient de l'extérieur en fait, du Royaume-Uni. Ce qui est un petit peu aussi ce qui se passe pour le New York Times. Est-ce qu'on peut imaginer que Le Monde ou d'autres médias comme ça puissent avoir une audience à l'extérieur de la France? C'est un peu plus compliqué à imaginer. D'accord. Donc, voilà, pour faire suite à ce qu'on disait, donc, Stéphane qui nous dit qu'effectivement, le modèle de news repose sur pas d'intermédiation et la valorisation de la relation lecteur-éditeur. Alors, justement, venons-en justement à cette logique de valorisation du lecteur-éditeur. Cette discussion, vous disiez finalement, la valeur, redit tout à l'heure, est beaucoup dans la relation. On va continuer avec toi, Benoît, juste sur cette question. Qu'est-ce que tu vois comme nouveaux modèles qui permettent de valoriser une relation étroite entre l'éditeur et son audience? Déjà, la première chose, c'est qu'il faut laisser le lecteur décider. Quand vous allez sur le Guardian, on vous dit, tiens, cette année, vous avez lu 10 articles du Guardian ou 100 articles du Guardian, combien est-ce que vous voulez mettre? Donc, laissez le lecteur décider de combien il veut mettre pour chaque média pour construire sa diversité. D'ailleurs, je pense que ça milite pour un modèle, je pense même d'aide gouvernementale qui pourrait donner tant d'argent en fait à l'ensemble des citoyens plutôt que de travailler sur la redevance. Et puis chacun pourrait disposer de cet argent-là et puis le répartir entre les différents médias en fonction de sa lecture. Donc je pense qu'imposer un seul modèle à un lecteur, je pense que c'est un peu excessif. Un modèle que je trouve intéressant, c'est celui de Les Glorieuses, qui est une newsletter féministe, qui, de la même manière, est partie sur un vrai engagement, fondé aussi sur la personnalité en fait, de sa fondatrice, qui a écrit un bouquin là-dessus, etc. Donc il y a plusieurs newsletters, 150 000 abonnés, et 2 modèles économiques, un modèle de sponsoring, donc assez classique, mais qui ramène des revenus parce que, avec toujours un modèle vertueux, parce qu'on est sur un média qui est engagé, donc on ne peut pas faire n'importe quoi comme publicité, et puis un modèle de club, avec une newsletter spéciale, des événements, un réseau de networking auquel peuvent accéder les abonnés. Et c'est un jeune média qui est rentable aujourd'hui. Donc on voit déjà que ce modèle-là, qui s'appuie sur le lien avec le lecteur et sur l'engagement, est un modèle dont on peut s'inspirer. Marion? Ouais, il y a un média que je suis beaucoup et que je soutiens beaucoup, à défaut malheureusement de réussir à le lire. Ouais. Je pense qu'on peut dire à l'audience que tu as des origines suisses aussi. Oui, qui s'appelle 7, comme le chiffre 7.
Et, ils font un MOOC. Alors déjà, c'est un très bel objet pour commencer, un très bel objet papier à laisser traîner sur la table basse pour crâner quand on a des gens à la maison. Et deuxièmement, ils défendent, voilà, ils ont un vrai point de vue, ils défendent le slow journalisme. Et pour survivre, bien sûr, ils vendent des abonnements. Ils sont pas très forts en web encore, mais leurs contenus sont dispo pas tous, mais une bonne partie sur le web. Ils ont un bel objet papier. Et puis évidemment, pour survivre, ils font, je sais pas si c'est ce que fait exactement les Glorieuses, mais ils travaillent bien sûr avec des marques et ils mettent leurs compétences d'écriture au service de marque. Ça se sait pas au niveau de la qualité éditoriale, ça se voit pas, c'est juste une autre activité de l'entreprise, presque une activité d'agence en fait de l'entreprise, mais qui leur permet de créer un journalisme de qualité, probablement pour un public assez niche, mais en tout cas, ils ont le mérite d'exister et moi, je trouve ça assez beau. Enfin, je suis très sensible à ça. Et ils ont un autre truc, tu vois, on parlait de lien au lecteur. Ils ont fait un post LinkedIn il n'y a pas longtemps pour dire que tous leurs numéros invendus, donc ils distribuent en librairie notamment, et que tous leurs numéros invendus, ils les envoient à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Ça peut être des étudiants, ça peut être des prisonniers. Et du coup, ils disent parfois vous allez récupérer un numéro qui va être un peu écorné, un peu abîmé, un peu. Mais voilà, c'est l'idée qu'on se fait. On va pas aller les cramer. Et je trouve ça assez fort. Est-ce que vous pensez qu'il faut, comme le suggère Mathieu, faire la distinction entre les nouveaux médias et les anciens? Est-ce que les anciens ne sont pas un peu, justement, prisonniers aussi d'organisation qui est de faire évoluer? Et donc, voilà, est-ce que c'est pas plus difficile, justement, pour les anciens, comme on dit, de se réinventer complètement? Oui, je pense que c'est presque plus dans la façon dont sont structurés, en fait, ces anciens médias, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité de réaction qui est plus difficile. Il y a une certaine lourdeur aussi. Il ne faut pas oublier que si vous voulez développer et changer le modèle économique d'un média, il faut savoir aussi supprimer des coûts, changer, être capable de faire des économies, parce que ça va aussi avec, c'est pas juste gagner plus d'argent. Et quand on supprime des coûts, il ne faut pas les supprimer sur la qualité, il faut les supprimer sur les éléments qui n'amènent pas de qualité, qui sont difficiles à transformer. Souvent, on se rend compte qu'on retombe sur les mêmes médias. Si vous prenez le modèle d'Hugo Travers, par exemple, qui est donc Hugo Décrypte, qui est un YouTuber qui a 1,3 million d'abonnés. Lui, il a un triple modèle. Il fait de la pub traditionnelle sur YouTube. Donc là, on est sur une sorte de programmatique, on va dire, en tout cas la pub qui est amenée par YouTube. Il a aussi fait des partenariats, donc avec une chaîne qui est dédiée, ou des contenus qui sont dédiés, où lui-même est présent, mais en tout cas, donc c'est des contenus sponsorisés. Puis le troisième modèle, c'est le don, via notamment la plateforme Twitch, où il fait des conférences collaboratives. Il décide des sujets avec ses abonnés, qui sont des jeunes. Donc, c'est des gamins qui vont ensuite payer par pourboire sur Twitch. Donc, on voit que c'est souvent les mêmes modèles. On a le modèle de l'agence, on a le modèle publicitaire, on a le modèle de l'abonnement par don. Mais on voit simplement, par contre, ce sont des structures beaucoup plus légères qui arrivent plus facilement à se réinventer. Oui, donc effectivement, des conférences une fois par semaine, une conférence de rédaction dans lesquelles il invite toute son audience sur Twitch à participer effectivement au choix des sujets de la semaine. Alexandra, est-ce que tu vois, il y a d'autres modèles que tu vois, et peut-être un exemple aussi de médias? Moi, je pense aux jours qui ont atteint leur équilibre financier. Donc, ils ont 13 000 abonnés payants et eux, ils ont tout de suite pensé leur stratégie éditoriale en copiant en fait Netflix. Ils fonctionnent en série. Et donc, c'est comme ça, ils ont réussi à avoir une audience, je pense, qui a moins de 35 ans. Donc, je trouve que c'est un modèle intéressant. Et surtout, ils misent aussi sur la qualité d'écriture. Donc, ils travaillent sur des cliffhangers à la fin. Donc, il y a un vrai travail scénaristique en fait qui se fait sur l'écriture. Et je trouve ça plutôt intéressant. Et eux, en plus, ne bénéficient pas d'aide de l'État. Alors, moi, je vais finir peut-être en citant une information qu'on a vu passer ce matin et que je trouve hyper intéressante. C'est la Harvard Business Review qui vient d'annoncer le lancement d'une chaîne de télé sur LinkedIn. Donc, autre modèle, autre approche. Ce qu'il y a d'original, c'est effectivement c'est pas tellement d'investir un réseau social, parce que ça, d'autres l'ont fait avant. On pense à The Economist qui a aussi vraiment très très bien pris le virage Instagram, qui n'était pas forcément hyper
pour The Economist et au but de sa cible. Et là, donc, le Harvard Business Review, lui, prend le virage de LinkedIn et lance donc vraiment une télé. On va voir à quoi ça ressemble dans les prochaines semaines sur LinkedIn. Peut-être un dernier petit tour sur finalement en conclusion, vous voyez, vous, l'avenir justement du modèle économique des médias en ligne, vous le voyez où? C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est comme si on voulait imaginer sortir du chapeau un nouveau modèle économique. Je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui évolue. La diversification, ça reste une façon de faire évoluer son modèle, surtout si on est sur un modèle de masse. Si on prend le modèle de Vox Media, par exemple, qui est beaucoup sur la publicité, mais ils ont un système de vertical, c'est important. Donc on reste sur les mêmes modèles. Je pense que la clé, par contre, c'est la qualité du lien avec les lecteurs. Quand on a un média et que le propriétaire, c'est un milliardaire, même si on peut garantir l'indépendance, ça ne donne pas forcément une image de transparence et on n'a pas forcément envie de soutenir ce média-là, par exemple. Donc, on a l'impression qu'ils ont déjà beaucoup d'argent. Donc, je pense que la transparence, la qualité du lien, le lien de confiance, c'est certainement les clés sur lesquelles il faut avancer dans les prochaines années. Puis l'intelligence artificielle qui permet, par exemple, d'éviter d'aller voler l'information aux gens, leurs données personnelles et de faire de la statistique. Il est facile, avec 2-3 articles ou 2-3 comportements, 2-3 éléments simplement d'utilisateur, de pouvoir déterminer quels sont ses goûts sans forcément aller lui prendre ses données personnelles. Oui, on voit que c'est un modèle alternatif aux cookies. C'est un modèle tout à fait. Oui. Absolument. Marion? Oui, je pense plutôt qu'il faut rester sur la diversification des revenus, pas mettre ses œufs dans le même panier. On ne va pas jeter la publicité à la poubelle demain matin non plus. Là, ce qu'on voit, c'est il y a les coûts tiers qui vont mourir. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la publicité. Il y a la publicité contextuelle, premium, gré, vertical, sponsorisé, bref, on l'appelle comme on veut, mais ça, je ne pense pas que ce soit mort demain. Le lien au lecteur, il permet de créer de l'engagement. L'engagement, c'est essentiellement la fréquence de visite et l'intensité, la profondeur de visite et de lecture, le nombre de fois où la personne va venir sur la plateforme et surtout le nombre de pages qu'elle va consommer. Et on voit que si on réussit à bien construire ce lien au lecteur, on va réussir à créer de la fréquence. Donc ça, c'est déjà cool. Mais surtout, plus une personne, ça moi je le vois dans tous les médias avec lesquels j'ai bossé, plus une personne est fréquente, plus elle va consommer de pages. Plus elle va consommer de pages, plus ça va être intéressant pour un annonceur. Et by the way, c'est aussi plus les taux de conversion à l'abonnement sont importants. Donc en termes de métriques réelles et même sonnantes et trébuchantes, c'est sûr que le lien au lecteur est la chose à travailler, à favoriser pour servir business model de labo, mais aussi de la pub. Ce que je trouvais intéressant, j'ai vu un article il y a quelques jours là sur, je ne sais pas si vous connaissez South of Digital Publishing. Bref, ils ont deux, trois papiers sympas où il parlait d'une étude qu'a faite Tids il y a quelques mois, que 49% des éditeurs, donc ils ont interviewé plus de 400 éditeurs, hein, donc des petits, des moyens, des gros, mais c'est quand même pas rien. 49% des éditeurs connaissaient l'impact de la baisse des revenus cookies. Ils disaient qu'ils comprenaient l'impact, mais qu'ils n'avaient quand même aucune idée de ce qu'il fallait faire. Et quand même aujourd'hui, la publicité est encore une part très importante des revenus. Donc, une des premières choses à faire, c'est quand même il faut essayer de faire remonter ces taux de consentement cookies. Ça durera ce que ça durera, mais enfin là, c'est quand même l'urgence de pas scier la branche sur laquelle tout le monde est assis. Et puis, en parallèle, de travailler l'offre de contenu et de services, pour répondre à la question de Mathieu un petit peu plus tôt, pour créer ce lien au lecteur et, in fine, peut-être créer de l'abonnement, de la donation, ou en tout cas quelque chose qui est sonnant et trébuchant. Alexandra? Oui, peut-être qu'on peut prendre la question de Benjamin qui demande si le problème des kiosques n'est pas la garantie d'une audience massive et pertinente que possèdent déjà les GAFA. Ah, tu veux répondre? C'est ce que propose aussi Twitter là, avec Twitter Blue, alors uniquement sur les contenus gratuits cette fois-ci, donc pas sur les contenus payants, et ils garantissent une audience qui est massive. Et je crois que d'après ce que j'ai compris, ils disent que leur modèle permettrait de récupérer 2 fois plus de revenus que le modèle classique publicitaire. Donc, sur l'audience massive, c'est vrai. Et le problème, c'est que plus vous avez une audience massive qui est gérée par un tiers, moins vous avez de revenus derrière. Moins vous avez de pourcentage de revenus derrière, je dirais, quelque part. Donc, ça pose aussi le problème de céder à un tiers, en fait, une partie de
de vos revenus. Je pense qu'il faut que ça reste marginal. Il faut que ça permette, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la publicité programmatique qui s'appuie beaucoup sur les cookies justement. Ça permet d'avoir un fond de roulement. Si ça reste à moins de 10%, ça va. Si ça reste à moins de 5%, ça va. Et c'est les médias qui ont vraiment des problèmes avec ce changement de normes dans les cookies, sont ceux qui reposaient peut-être un tout petit peu trop sur j'appellerais ça la publicité du flemmard, c'est-à-dire en gros vous publiez des contenus et puis vous avez un truc automatique. Je pense que vraiment la question c'est de ne pas trop compter dessus, de le prendre vraiment comme une source de revenus marginal, éventuellement comme une source de promotion pour aller chercher des nouveaux lecteurs que vous n'auriez pas eu de toute façon. Alors, juste répondre à la question de Mathieu Amaré. Alors oui, il y a un lien, on le mettra dans le chat sur et ce sera dans la newsletter de cette semaine, Mathieu. Exactement, voilà, et tout à fait. Voilà. Vous entendez cette efficacité pour générer de l'abonnement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Story Jungle. Ce sera donc à la une de demain. Un mot, moi, juste pour dire, en conclusion de cette conversation, merci d'abord à vous trois. Et juste, je trouve que le débat qu'on a eu peut tout à fait s'appliquer aussi à quelque chose qui est émergent dans l'univers des médias. Qui, je dirais, citer à des gens qui interviennent, alors peut-être plutôt dans un univers un peu B2B, en tout cas, à valoriser leur expertise dans une approche média personnelle. On l'a vu avec notamment l'avènement des newsletters type Substack et tous les leviers qui sont en train d'être mis en place progressivement par toutes les plateformes, y compris LinkedIn et d'autres. Et tout ça repose, ceux qui vont gagner de l'argent effectivement et créer en fait un mode de rémunération supplémentaire sur un média personnel. C'est ceux qui arriveront à établir une vraie relation avec une communauté bien identifiée. Donc, le thème de la relation est totalement central dans toutes les parties du jeu. Oui, on l'a vu d'ailleurs avec le conflit qu'a le New York Times avec ces journalistes qui avaient leur propre newsletter sur Substack. On voit bien que c'est le modèle de la passion d'économie. Et on se dit comment est-ce qu'on peut arriver à en faire un modèle de masse? Eh bien, transformer vos journalistes en acteurs de la passion d'économie. Eh bien voilà, alors merci à vous trois, et on vous dit à bientôt dans la jungle de Story Jungle. La semaine prochaine, on discutera avec les fondateurs de TechCrash, on parlera évidemment de newsletter, et ben merci, bonne journée à vous, bon week-end. Merci. Merci, ciao.